Bonjour à toutes et tous. Julie Blanc, donc je suis gynécologue obstétricienne ici à Marseille, à l'hôpital Nord. Je ne sais pas si vous connaissez tous la géographie de Marseille, mais Marseille est très étendue et puis l'hôpital Nord domine Marseille et on a une très belle vue sur la mer. Ça va faire un peu de pub. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant les présentations précédentes. Ça m'a déculpabilisée de peut-être quelquefois atteindre des sphincters de façon involontaire. Je vois que vous les atteignez quelquefois de façon volontaire. Ça m'a détendue. Donc, on va vous présenter donc tous les deux avec Laurent ce sujet sur l'accouchement après une lésion obstétricale du sphincter de l'anus. Merci parce que c'était très agréable de préparer cette présentation à deux voix. Donc je commence pour dire finalement de quoi parle-t-on. Une lésion obstétricale du sphincter de l'anus, donc c'est la terminologie qui est maintenant préférée, qui pour nous, gynécologues obstétriciens, a été rappelée par ces recommandations qui datent de 2018. Et clairement, pour nous, ça a permis de clarifier les choses, parce qu'avant, on employait les termes de périnée complet compliqué, déchirure complexe. C'était finalement pas très précis. Et en rappelant qu'il fallait employer cette classification de la RCOG et OMS, c'était quand même bien plus précis de parler de 3e, 4e degré. Et voilà ce à quoi ça correspond en illustration. Donc aujourd'hui, là, on va vous parler de comment accoucher après une lésion qui concerne au moins, bien sûr, le sphincter externe, voire le sphincter interne, voire la muqueuse. Donc des déchirures de type 3, A, B, C, selon l'atteinte, le pourcentage d'atteinte du sphincter externe, voire du sphincter interne pour le 3C, et la lésion aussi de type 4, où on a aussi une atteinte de la muqueuse anale. Mais tu es d'accord que dans la pratique, tes collègues utilisent encore l'ancienne classification franco-française? C'est un peu vrai. Ouais. Mais bon, on leur rappelle régulièrement, en tout cas, on a des jeunes qui prennent aussi beaucoup de place en obstétrique, parce que quand on est moins jeune, on fait un peu moins d'obstétrique, je crois, aujourd'hui. Donc, on leur rappelle que c'est important de parler comme ça. En tout cas, ça concerne, en France, un peu plus d'1% des femmes. C'est les chiffres de la dernière enquête nationale périnatale. Vous verrez que ce n'est pas exactement les mêmes chiffres chez les anglo-saxons. Alors, est-ce que c'est lié à nos pratiques? Est-ce que c'est lié à nos façons de le diagnostiquer, de les dépister? Peut-être aussi. En tout cas, grâce à ces recommandations de 2018, je pense qu'on est quand même peut-être un peu plus performant dans la façon de les dépister, de les classer et derrière de les prendre en charge. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est combien le taux de... On est plus vers les 4-5%. On le voit dans les études que je vais vous présenter. Donc là, clairement, de mon point de vue d'obstétricienne, et quand on va travailler avec vous pour prendre en charge ces femmes-là, on parle d'un périnée ouvert, d'une lésion sur un périnée ouvert. Évidemment, je vois des têtes, vous faites des drôles de têtes, mais après ce que vous avez vu sur les présentations précédentes, ça ne devrait pas vous faire peur, mais ça. On n'a pas envie d'accoucher, quoi. Ouais. Donc, l'idée, c'est justement d'avoir moins peur. Merci. Mais en tout cas, on est bien sûr sur un périnée ouvert. On ne va pas parler de lésion obstétricale sur un périnée fermé. Évidemment, quand on a un périnée qui n'est pas lésé, en tout cas, qui n'est pas ouvert à l'accouchement, on ne va pas ouvrir un périnée pour vérifier que le sphincter n'est pas lésé. Et on n'a pas, à ce jour, de pratique, en tout cas de recommandation par notre société savante, de dire « la dame vient d'accoucher, vite, je lui mets une sonde endo-anale pour vérifier si le sphincter est atteint ». Donc, je parle de lésions qu'on diagnostique parce que le périnée est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on craint? Clairement, nous, obstétriciens, quand ça nous arrive, ou sage-femme, parce que ça peut arriver aussi, même sans l'intervention d'un méchant obstétricien avec un instrument, mais on est très inquiet, évidemment, de l'incontinence anale, et on sait que, clairement, bien sûr, vous le savez, une lésion obstétricale du sphincter de l'anus, c'est un facteur de risque d'incontinence anale, à 12 mois sur la première étude qui est présentée ici,
et un surrisque clairement presque on est bien au-delà d'un 5, d'incontinence anale même à 18 ans. Et on est quand même sur cette étude où les patientes avaient été interrogées jusqu'à 18 ans, donc après, on était jusqu'à 6% d'incontinence anale dans cette étude-là. On s'inquiète aussi, on est heureusement en 2023 de plus en plus sensibilisé sur les risques de dépression postnatale. Vous voyez que quand même, juste au passage, sans parler d'incontinence, on a une prévalence de la dépression postnatale qui est très importante. C'est globalement ce qu'on rapporte dans les derniers chiffres dont on dispose nationaux, et on est très sensibilisé ces dernières années. Et le suicide est une des premières causes de mortalité maternelle en France. Donc on est très sensible à ça, sur ce sujet. Et en tout cas, on voit que clairement, là aussi, quand on a une incontinence anale au gaz ou au sel, c'est aussi un facteur de risque de dépression. Donc, on va craindre cela. Et on va craindre aussi, bien sûr, des troubles de la fonction sexuelle, au-delà de tout ce qui peut retentir sur la fonction sexuelle après un accouchement et dans une période de postpartum. Lorsqu'on a une lésion obstétricale du sphincter de l'anus, on a 2 fois plus de risques de ne pas reprendre les rapports dans les 3 mois et de les reprendre au-delà de 3 mois après un accouchement. Donc voilà pour ce qu'on craint. Mais donc souvent ces femmes qui sont jeunes envisagent une autre grossesse. Donc bien sûr notre sujet aujourd'hui s'interroge sur qu'est-ce qu'on va leur proposer comme mode d'accouchement, et on va essayer de répondre clairement à cette question. Si on envisage, si une femme a une nouvelle grossesse et qu'il y a un accouchement, clairement, on va s'inquiéter sur 2 principaux sujets. La récidive d'une lésion obstétricale du sphincter de l'anus. Que sait-on à ce sujet? On a beaucoup d'études. Alors, bien sûr, c'est surtout plutôt des études. Alors, on a une méta-analyse, mais méta-analyse de cohortes et d'études cas témoins, mais ça a le mérite d'exister. C'est intéressant quand même d'avoir en tête et de pouvoir expliquer aux femmes le pourcentage de risque de récidive de ce type de lésion. Donc on était sur 6% de récidive sur cette méta-analyse. Sur une autre cohorte rétrospective, on allait jusqu'à 8%, et c'est là que vous voyez que quand même l'incidence des LOSA sur ces études-là, on est beaucoup chez les anglo-saxons, ici on est chez les Irlandais, on est à 5%. Et sur une autre cohorte rétrospective de plus grosse ampleur, plus de 2000 patientes, jusqu'à 10% de récidive. Ça, c'est important parce que, en fait, je ne sais pas ce que je vois, moi, dans ma pratique, les patientes qui nous sont adressées, elles ont très peur de reproduire leur premier accouchement. Et donc ça, c'est un message fort. Dans 90% des cas, vous n'aurez pas les mêmes catastrophes. Tu es d'accord? Tout à fait. On peut retenir que dans 90 à 95% des cas, elles n'auront pas une nouvelle lésion obstétricale du sphincter de l'anus. C'est toujours intéressant de présenter les choses de cette façon-là, effectivement. Deuxième grosse inquiétude, bien sûr, c'est l'incontinence anale. Est-ce que le fait d'accoucher après ce type de lésion va soit révéler une incontinence anale, soit éventuellement aggraver des symptômes déjà présents? Et là, en termes de données, on a l'expérience de cette équipe irlandaise qui prend en charge les patientes au sein de ce qu'ils appellent une clinique périnéale. Donc, ils reçoivent ces patientes systématiquement pendant la grossesse entre 28 et 34 semaines. Ils les examinent, ils les interrogent, ils leur font systématiquement une échographie endo-anale, une manométrie, un examen bien sûr clinique. Et voilà ce qu'ils révèlent de leur expérience. Donc voilà la répartition des symptômes chez ces femmes qu'ils prennent en charge systématiquement, donc lors d'une nouvelle grossesse après une première où elles avaient eu une LOSA. Dans 53%, les femmes n'ont pas de symptômes, et vous voyez la répartition des symptômes légers et des symptômes modérés ou sévères. En tout cas, c'est intéressant de savoir que dans leur expérience, même chez des patientes symptomatiques, dans 70% des cas, donc elles accouchent effectivement par voie basse. Et ce qui est intéressant dans cette expérience irlandaise, c'était que finalement, le fait d'accoucher par voie basse ne changeait pas, n'avait pas de différence entre les symptômes rapportés par les femmes avant et après l'accouchement. Donc,
Beaucoup, évidemment, d'inquiétudes autour de l'accouchement voix basse. Voilà ce qu'on peut redouter sur le risque de récidive lors d'un nouvel accouchement ou le risque d'incontinence sur un nouvel accouchement. Donc finalement, forcément, on va se poser la question d'une césarienne. C'est une intervention qui est très fréquemment pratiquée en France, chez un quart des femmes à peu près. Donc finalement, pourquoi ne pas s'enlever tous ces états d'âme et réaliser une césarienne. Cette césarienne donc, est fréquemment réalisée en France. Finalement, on sait quand même, depuis maintenant longtemps, c'est des études qui commencent à être bien anciennes, que clairement c'est associé à un excès de mortalité maternelle en comparaison de l'accouchement par voie basse. Vous voyez que c'est 3 à 10 fois supérieur par rapport à la voie basse. On a aussi des conséquences obstétricales qui sont loin d'être négligeables en cas de césarienne chez ces femmes qui sont susceptibles d'avoir à nouveau des grossesses par la suite, en termes de rupture utérine, en termes d'insertion anormale du placenta, en termes même d'augmentation du risque de faire un hématome rétroplacentaire, voire une mort fœtale. Et également, du point de vue fœtal et néonatal, là aussi, ce n'est pas dénué de risque, puisque on sait que bien sûr l'intervention, l'avènement de la césarienne a permis d'améliorer la santé des femmes et des enfants dans beaucoup de situations, mais à partir d'un certain taux de césarienne, on sait qu'on n'améliore pas pour autant la morbidité périnatale et l'asphyxie néonatale. On a clairement une morbidité respiratoire néonatale associée au fait de réaliser ce qu'on appelle une césarienne à froid, donc de façon programmée, et donc sans amélioration prouvée de l'état périnatal avec l'augmentation des taux de césarienne. Et puis juste un petit mot aussi intéressant pour vous dire qu'il y a même pas mal de littérature, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse aussi concernant le microbiote. Il y a des études qui commencent à nous sensibiliser sur le sujet et clairement avec l'influence du microbiote et du passage transvaginal des fœtus nouveau-nés par voie vaginale en comparaison de la césarienne. Et donc cette illustration est assez intéressante pour dire que lorsque les nouveau-nés ont été exposés au microbiote maternel par le passage vaginal, ils sont moins à risque de développer tout le champ des pathologies en rapport avec un déséquilibre du système immunitaire. Et donc, on a même des données maintenant à long terme et des différences sur les enfants nés par césarienne en comparaison d'un accouchement par voie basse. Donc, ça a des conséquences même sur la santé des enfants à long terme. Comment on accouche alors? Par voie basse ou par césarienne? Donc, dans la littérature, il n'y avait pas quoi trancher. Si on fait du rétrospectif, il y a des biais majeurs. Donc, il fallait une étude randomisée. Vous connaissez cette étude EPIC qui avait pour but de comparer le risque d'incontinence anale 6 mois après un deuxième accouchement par voie basse, randomisé versus césarienne. Lorsque le premier a été responsable d'une déchirure sphinctérienne diagnostiquée par une échographie. Donc les critères d'inclusion, c'était toute patiente enceinte une deuxième fois, avec un antécédent de déchirure du périnée stade 3, donc périnée complet à la française, et ou forceps, mais qui avait une écho qui disait il y a une rupture sphinctérienne. Et les critères d'exclusion, c'était, en théorie, incontinence anale et déchirure stade 4, puisque pour les obstétriciens, il n'est pas question d'accoucher, il n'était pas en tout cas question d'accoucher par voie basse. Donc 555 inclusions pour arriver à 264 patientes avec une rupture sphinctérienne. Randomisation, madame, est-ce que vous voulez accoucher? Est-ce que vous acceptez d'être tiré au sort? Et donc dans 112 patientes, il y a eu une voie basse et 110 une césarienne, suivi prospectivement avec l'échographie et les scores. Et les résultats? Critère principal, score de Vézet sur 24 à 6 mois. Et donc là, il a fallu une statistique de haut niveau pour montrer qu'il n'y avait pas de différence entre un score de 1 dans le bras césarienne versus 1 dans le bras voie basse. Donc pas de différence. Alors, on avait un peu anticipé qu'on allait avoir du mal à démontrer ce qu'on voulait démontrer.
On voulait démontrer qu'il fallait une césarienne. Ça faisait 15 ans qu'on recommandait une césarienne dans ce cas de figure. Et donc, on a analysé, outre le Wesel, le Wexner, la faiblesse anale ressentie par la patiente, le nombre de jours avec perte de gaz depuis un mois, et tout ce qu'on a analysé, aucune différence significative. Pas de bénéfice à ouvrir le ventre de ces patientes. Alors, on s'est dit quand même, nous, on fait des échographies tous les mercredis matins, en tout cas à Bichat. C'est utile de faire ces échographies. Et donc, on a analysé. OK, alors plus de 30 degrés, parce que 30 degrés, ça commence à devenir significatif. Bon, ça sortait pas, merde. 60 degrés, ça sort pas. Plus de 90 degrés, toujours pas. Bon, c'est perdu. Quelle que soit, alors la hauteur, on avait évalué l'angulation, la hauteur de la rupture et l'épaisseur de la rupture. Et en fait, quelles que soient les analyses, eh bien, jamais de bénéfice à une césarienne en cas de rupture sphinctérienne, quelle que soit la rupture sphinctérienne. Alors, heureusement, nos petits copains gynécos sont un peu moins sensibles que nous pour aller rechercher, traquer l'incontinence anale. Donc, ils avaient inclus à tort 27 parturientes qui avaient un score de Wesel supérieur à 5. On est cons. Mais grâce à eux, on a eu un résultat positif dans cette étude, puisqu'on a montré que lorsqu'il y avait un Wesel à 6, eh bien, on avait un bénéfice, effectivement, à la césarienne. Bon, là, on avait un truc. Merci, donc, l'obstétricien. Tu as sauvé l'étude. Et donc, en tout cas, ton groupe a sauvé l'étude. Et donc là, nos conclusions, c'était, dans une sous-analyse, la césarienne peut être utile si une femme, après un premier accouchement avec rupture sphinctérienne, a une incontinence anale au cours du 3e trimestre de grossesse. Là, césarienne possible, on était prudent. Et donc, comme on était prudent et qu'on voulait démontrer encore une fois qu'on avait vachement raison, eh bien, on a fait EPIC saison 2. Et donc, là, Gabriel Marcelier a fait sa thèse sur ce travail. C'est facile en prenant... Là, vous avez vu, la question est différente. C'est quels sont les risques d'incontinence anale? En tout cas, d'aggravation de la continence anale. Donc, on a pris les patientes qui avaient une rupture sphinctérienne, mais aussi celles qui n'avaient pas de rupture sphinctérienne, avec comme seul critère celles qui avaient un Wesel renseigné avant et après le 2e accouchement, puisqu'on veut évaluer le risque d'aggravation de l'incontinence anale. Et donc, premier résultat, c'est que nos patientes avaient en fait dans 57% des cas un Wesel supérieur à 1, dans 14% des cas un Wesel supérieur à 5, qu'on peut définir comme incontinence, mais on a recherché notre critère de dégradation de la continence anale, c'était un score de Wesel qui avait plus de points. Donc ça, c'est ça. C'est les patientes qui avaient plus de points avant et après, et on voit quels sont les risques d'avoir plus de points de score de Wesel. Donc si on prend toutes les patientes de la cohorte, voix basse et césarienne, un seul critère ressort en multivarié, le fait d'avoir une incontinence urinaire après le 2e accouchement. Bon, on a un peu enfoncé une porte ouverte, mais c'est utile dans la pratique parce que nos collègues sont très sensibilisés à l'incontinence urinaire et vous le cherchez systématiquement. Donc, un message auprès des collègues, si elle a une incontinence urinaire, pense à demander qu'il n'a pas une incontinence anale parce qu'on va prendre en charge les deux. Mais on s'est dit, c'est difficile d'analyser les modalités d'accouchement par voie basse chez des femmes qui ont une césarienne. Donc, on a exclu cette fois-ci les césariennes de l'analyse et on a analysé que celles qui accouchaient par voie basse. Et là, on a toujours l'incontinence urinaire après le 2e accouchement, mais aussi accouchement instrumental avec une épisiotomie. Voilà, 2 critères. On veut toujours défendre l'intérêt de ces ruptures. On fait de l'échographie et on a un business plan à défendre. Et donc, on avait dans notre cohorte 15% des femmes qui avaient une rupture sphinctérienne clinique, donc des déchirures stade 3. Et puis, lorsqu'on fait une échographie, eh bien, on avait 61% des patientes qui avaient une rupture, en fait. Et donc, on a bien vu sur ta photo que c'est compliqué quand la patiente accouche. Juste après, est-ce qu'il y a une rupture sphinctérienne? C'est, dans la pratique, compliqué. Et là, c'est l'échographe qui est le plus sensible pour savoir s'il y a une vraie rupture ou pas. Donc, il y avait 3/4 des déchirures qui étaient manquées cliniquement. Et puis, on avait 6% des ruptures qui sont considérées comme sévères avec le score de Stark, que je vais vous montrer après. Du coup, on a analysé. Est-ce que le fait d'avoir une rupture occulte
Est-ce que le fait d'avoir une rupture échographique, est-ce que le fait d'avoir une rupture majeure avec un Stark supérieur à 9 était associé à un surrisque d'incontinence anale après le deuxième accouchement? Non, rien du tout. Donc tu prends ton échographe, tu le mets à la poubelle. Non, je ne sais pas. Mais voilà, pour alimenter la discussion, quels étaient les résultats dans le détail de nos ruptures sphinctériennes. Il y avait chez les patientes donc 6% de rupture du sphincter interne, donc c'est rare, c'est pas ça le principal. Et puis les autres, c'est à peu près comme dans la littérature. Donc c'est les mêmes types de patientes, le même type de rupture que dans la littérature. Et le score de Stark, moi je le connaissais pas avant ce travail-là. Vous voyez, ça donne beaucoup d'importance à la rupture du sphincter interne. Et globalement, nos patientes, c'est peut-être un biais dans notre analyse. Et globalement, nos patientes avaient assez peu de rupture majeure. Donc si vous me titillez en me disant mais la rupture hyper majeure, est-ce qu'elle ne bénéficie pas d'une césarienne, je ne saurais pas vous répondre. Alors on a été aidé parce que dans notre réflexion, il y a une méta-analyse qui vient de sortir dans l'American Journal of Obstetrics and Gyneco, donc un gros journal de gynéco, qui dans un premier temps nous donne un écho de qu'est-ce que pensent nos collègues féminins obstétriciennes. 14% des femmes obstétriciennes préfèrent une césarienne programmée pour elles-mêmes. Et ça augmente depuis ces dernières années. 25% d'entre elles ont eu une césarienne, donc en fait c'est à peu près le taux de la littérature de ce qui se passe en France, quoi. Mais 67% recommanderaient une césarienne pour leur famille proche. Et ce qui est intéressant quand vous discutez avec vos collègues et ou sages-femmes, eh bien c'est complètement différent. Les sages-femmes, elles ne recommandent et elles ne veulent pour elles que moins de 2% une césarienne. Donc elles sont beaucoup plus opposées à la césarienne que les collègues médecins. Cette méta-analyse n'a retenu que les études randomisées, voie basse versus césarienne. Et donc la césarienne apporte un petit bénéfice sur le pH de l'artère ombilicale néonatale après. Une moindre alimentation par sonde, moins de traumatisme à la naissance, donc différentes données obstétriciennes. Tu nous diras si c'est utile pour toi, ça? C'est des critères importants? C'est des critères déterminants. Ouais. C'est des critères déterminants de santé néonatale. D'accord. Et un bénéfice sur l'incontinence urinaire et le périnée douloureux. Et la voie basse apporte un bénéfice avec un besoin moindre d'anesthésie générale et moins d'infection des plaies et de problèmes d'allaitement. Mais aucune différence sur la continence anale. Donc, vous avez bien suivi. Peut-être que demain, vous aurez ce type de patiente. Nous, on a ça quasiment toutes les semaines. Une femme de 35 ans, actuellement, donc, deuxième grossesse à 6 mois, premier accouchement il y a 3 ans avec déchirure du périnée. Elle est adressée pour avis sur le mode d'accouchement. Vous êtes le proctologue. Donc, quel bilan vous demandez? D'abord, qui demande un bilan? Peut-être que Laurent, tu pourrais préciser ce que ça veut dire déchirure du périnée. Alors, oui, c'est ça, parce qu'effectivement, stade 1, stade 2, mais on va partir sur un stade 3, quel que soit le stade 3, puisque le sujet c'est l'OSA 3. Donc, stade 3, qui demande un bilan? Ok. Qui demande une échographie? 32%. Qui ne demande pas de bilan? D'accord, ok. Et alors, quel accouchement vous proposez en fonction des résultats? Donc, je vais vous donner 2 types de résultats. Alors, qui demande une manométrie? D'accord, ok. Donc, quel accouchement proposé en fonction des résultats? Dans ce cas, on va prendre 2 cas de figure. Il y a une rupture de 10 degrés, entre 10 et 30 degrés, ok, à l'échographie, qui propose une césarienne. Hein? Ah, bonne question, ok. Elle n'est pas symptomatique. Ok. Alors parce que le problème du symptôme, moi c'est ça qui me pose problème, c'est que, là on est quasiment à la conclusion, c'est que c'est quoi un symptôme? Ouais. C'est qu'il fait caca sur elle. À 30 ans, heureusement quand même, c'est ultra rare et c'est heureux. Donc le plus souvent, ce qu'on a, c'est des pertes de gaz. Et des pertes de gaz, donc dans la première étude, ça ressort comme significatif et donc bénéfice à la césarienne. Mais ma critique de ces résultats, c'est que pourquoi on a des pertes de gaz? En général, c'est parce qu'on a une stase rectale
Et donc, ce n'est pas vraiment un problème de faiblesse anale, c'est un problème de stase fécale, donc la constipée classique, la dyschésique. Et donc, c'est un peu compliqué de préserver le périnée pour un problème de dyschésie. Ça ne me paraît pas cohérent. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, ça ressort et ça ne ressort pas. Il y a les impériosités aussi. Alors, il y a les impériosités, mais est-ce que l'impériosité, ce n'est pas aussi souvent dû à une stase fécale? Tu vois? Pas toujours. Non, mais voilà, le débat n'est pas tranché. Mais c'est bien, la conclusion, c'est que c'est vraiment au cas par cas et qu'on ne peut pas dire, et on n'a pas actuellement d'algorithme à vous dire, quand il y a ça, il faut faire ça. Voilà. Et donc, est-ce que, donc là, j'ai entendu qu'il y avait assez peu d'indications de césarienne. Donc, c'est un peu ça la conclusion là. Est-ce qu'on passe à ton cas clinique? Situation très fréquente aussi très fréquente. Situation de la vraie vie. Une femme de 28 ans qu'on a pris en charge pour son accouchement après une grossesse qui s'était bien passée. Elle a eu un accouchement par voie basse instrumentale avec un beau garçon de 4,2 kg. Et à l'exploration du périnée, on classe une lésion de stade 3C. Et quand on la revoit, nous, en consultation postnatale, elle se plaint d'une incontinence anale quotidienne au gaz et au sel. Qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie tout de suite là je vous la réfère, il faudrait que je vous l'envoie tout de suite en consultation? Est-ce que vous me dites non, calme-toi, tu nous l'envoies dans 3 mois, dans 6 mois? Finalement, est-ce que moi, à ce stade-là, quand je la revois en consultation postnatale, j'anticipe et je commence à parler de l'accouchement pour la prochaine fois? Alors, les unes après les autres. Donc, qui est-ce qui... Alors là, on est combien de temps après l'accouchement? La consultation postnatale, c'est 6-8 semaines, ouais. La recommandation. Elle a une incontinence anale quotidienne au gaz et au sel. Est-ce qu'il y en a qui me conseillent de lui envoyer tout de suite? Moi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui me disent calme-toi, tu me l'envoies dans 3 mois, 3 à 6 mois? C'est partagé. Alors, non, vous êtes pas. J'aime pas ceux qui disent qu'il faut envoyer dans 3 à 6 mois parce que elle est à 3 mois et là, elle se chie dessus? Oui, mais moi je peux la rassurer et lui dire qu'elle va faire ça. Va chier dessus pendant 3 mois, toi. Qui est-ce qui va gérer ça, sauf le proctologue? Il n'y a que le proctologue qui sait faire ça. Donc, pour moi, une patiente qui a à 3 mois... Moi, ma recommandation auprès des maternités autour de nous, c'est je ne veux pas voir la patiente avant 6 mois. Effectivement, pour la deuxième partie, parce que ça va s'améliorer dans le temps. Celle qui a un petit gaz de temps en temps, mais celle qui a une incontinence sévère... notre métier, c'est de traiter les incontinences. Donc, soigne la dépression. On a vu qu'en plus, si elles sont incontinentes, elles sont hyper dépressives. C'est clair. Donc, exactement. Et donc, on va traiter la dépression aussi. Enfin, en tout cas, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de dépression. Donc, je pense qu'une patiente qui a une incontinence importante rapidement après un accouchement, elle doit être prise rapidement par un proctologue parce que, très clairement, tu me dis si je me trompe, mais vous ne savez pas traiter l'incontinence anale. Non, voilà. Mais j'ai quand même la carte... elle n'a pas encore eu sa rééducation, là. C'est vrai. Donc je peux aussi... Très bien, une rééducatrice, très très bien. Pardon. À la fin du 1er mois. Et donc, on va faire le bilan des lésions déjà cliniques. Donc, et de la continence, mais de la continence urinaire, de la continence anale et de la présence des prolapsus. Et on va rassurer cette patiente sur le fait qu'on va l'accompagner et on va mettre en place la rééducation anale précoce pour essayer d'améliorer les symptômes. Mais en fait, en général, ce sont les rééducateurs que ces femmes voient en premier. Et il faut Alors, non, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Et là, quand on a des gens compétents comme vous et votre équipe, c'est très bien, vous faites très bien le job. Mais en pratique, dans les sondages que je fais, les femmes ne vont pas voir leur éducateur pour plein de raisons qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais pour plein de raisons, et de leur côté et du côté de l'offre de soins, qui fait qu'en pratique, cet idéal n'est pas le plus souvent réalisable dans la vraie vie. Mais en tout cas, si c'est réalisable, c'est très bien, ça c'est sûr. Ouais.
Voilà. Faut En qu'on- tout cas, l'idée, c'est qu'une patiente qui a une incontinence anale, faut pas se retourner, on s'en débarrasse. Je pense qu'il faut s'en occuper s'il y a une incontinence dans le postpartum à court terme, sachant que, en règle générale, la recommandation, c'est plutôt d'attendre au moins 6 mois pour que les choses se stabilisent, parce qu'effectivement, le plus souvent, ça rentre dans l'ordre. Il faut s'en occuper, mais il ne faut pas lui sauter dessus avec des examens invasifs à 6 semaines. Ah non, on est Tu la d'accord. vois, tu la rassures, tu Bien sûr. régules le transit, Exactement. mais tu lui fais pas faire plein d'examens à 6 semaines. Mais aucun examen ne va changer la prise en charge. Parce qu'à ces patientes-là, la prise en charge, ça va être régulation du transit, vider l'ampoule rectale et y aller quand on a envie, réguler les... Enfin, je ne vais pas vous apprendre à traiter une incontinence anale médicalement. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? J'espère que vous êtes tous convaincus pour dire qu'on ne propose pas une césarienne systématiquement. C'est mon point de vue d'obstétricienne, mais j'espère que on a tous la même idée sur le sujet. Donc on s'est trompé pendant 15 ans, quoi, 20 ans. Ouais. Mais merci, ok. Et après, donc l'échographie. Moi, je suis pas, j'ai un avis, mais qui n'est pas d'expert sur le sujet, mais pas d'écho systématique. Non, je suis d'accord. Et puis tout à l'heure, il y avait la mano. Je ne vois pas ce que la mano va apporter. Voilà, on peut en rediscuter dans la discussion, mais pour moi, ça ne changera pas la prise en charge. Par contre, on se retourne vers notre métier de proctologue, puisque changer le mode d'accouchement on ne peut pas changer le mode d'accouchement pour éviter d'aggraver les choses. Eh bien, il faut anticiper. Donc, d'abord, je rejoins Sylvie, il faut pousser les patientes pour réaliser cette rééducation du postpartum. Normalement, il y a 10 séances qui sont prises en charge par la Sécu et dans la pratique, très souvent, plus de la moitié ne vont pas le réaliser. C'est une dame qui a 30 ans, 35 ans, elle est active, elle recommence le boulot 2-3 mois après. Quand elle recommence le boulot, il faut faire la rééducation. Il y a le bébé à gérer, il y a le boulot, le mari et je ne sais pas quoi encore. Et donc, en pratique, c'est compliqué à mettre cette rééducation dans le planning de ces jeunes femmes. Il faut traiter la dyschésie parce que là, on sait que c'est une vraie cause d'incontinence anale au long cours et qui est facile, normalement, à prendre en charge le plus souvent. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est-à-dire que si vous avez une pathologie anale, très souvent, le traitement médical va suffire. Eh ben, on ne va surtout pas prendre de risques avec une chirurgie, si c'est possible, donc une pathologie hémorroïdaire, une fissure anale. On s'acharne sur le traitement médical. Et si la chirurgie est indispensable, une fistule, on en a parlé, eh bien, on va privilégier les techniques mini-invasives. Et puis, si on a une incontinence anale, j'ai mis net. Voilà, ne me posez pas de questions là-dessus. Mais si c'est une vraie incontinence anale au sel qui persiste malgré le traitement médical, là j'ai du mal à pas discuter avec mes petits copains obstétriciennes et obstétriciens pour faire une césarienne. Si maintenant on a des maladies du périnée déjà à hyper haut risque d'incontinence anale, l'AB de Crohn, antécédent de chirurgie anorectale, malformation anorectale, j'ai encore tendance à recommander plutôt une césarienne s'il n'y a pas de contre-indication de votre côté, parce que c'est à mettre en balance avec les contre-indications de la césarienne. Et puis, on en a parlé, et on est tombé d'accord là-dessus, sur la dernière phrase, puisqu'il n'y a pas, là très clairement, il faut ceci, il faut traitement A ou il faut traitement B. Je pense que c'est le périnée de la femme, c'est son périnée à elle, et donc notre rôle à nous, c'est d'expliquer les choses. Et moi qui ai randomisé les patientes, je peux vous dire que c'est vraiment, voilà, c'est le schéma corporel de chaque femme qui va intégrer ces informations et qui va, comme un peu, est-ce qu'on accepte de se faire couper la fistule? Eh bien, c'est étonnant parce qu'avec la même information, c'est moi qui l'a fait, eh bien, j'ai des femmes qui me disent, là, très clairement, je veux prendre aucun risque d'incontinence anale, donc je veux une césarienne. Ils retournent à l'obstétricienne en disant, je veux une césarienne. Et d'autres, puisque vous m'avez montré que j'avais pas de bénéfice à me faire ouvrir le ventre, eh bien, on va faire la nature et puis on verra bien comment ça se passe. Et l'obstétricien, ayant cette notion de, attention, celle-là, elle est un peu à risque, peut-être va convertir plus vite vers une césarienne si les choses bloquent un peu, je sais pas. En amont, mais pas une fois qu'elle est en travail. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut que ce soit De toute façon, il y a un moment, c'est trop tard. Voilà, Ouais. il faut que ce soit défini avant. Oui, Oui. Ben voilà, moi j'étais ravi de faire ça avec toi. également. Alors ouais, on a le temps pour 2 questions. Alors choisissez bien. Je vais commencer. En fait, merci pour l'étude, mais je pense qu'elle a répondu à une question précise, dans un contexte précis, et qu'on n'a pas géré du tout. En fait, beaucoup de questions qui sont le transit de la femme,
le tonus, la neuropathie pudendale. En fait, l'incontinence de la femme arrive après la ménopause. Donc moi, je veux bien en fait que les choses soient réglées, étorchées, et qu'on fait plus rien, et qu'en fait plus d'échographie, plus de manométrie, un périnée complet, non compliqué qui a été réparé, on a l'impression que tout va bien, et qu'on assure à la patiente qu'elle ne sera pas incontinente à l'âge de 50 ans. Je pense qu'on a répondu à rien du tout, et je pense que pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment une réponse claire. Pour moi, une patiente qui est incontinente, neuropathie, on met le tonus est très bas et qu'elle n'est pas encore incontinente, qu'elle a un peu de trouble du transit, je peux pas assurer qu'elle ne sera pas incontinente à 50 ans. Non, mais je suis assez d'accord avec ta réflexion. Mais déjà, de dire on ne sait pas, c'est une évolution par rapport à avant. On disait il faut faire une césarienne. Avant, c'était un peu systématique. Bam, césarienne. Donc, au moins, cette information dit, au minimum, on ne sait pas. Et moi, c'est mes statisticiens qui m'ont donné cette réflexion. C'est si tu ne sais pas qu'il faut faire un geste chirurgical, tu ne le fais pas. Si tu ne sais pas qu'il faut ouvrir un ventre, il y a un bénéfice, tu n'ouvres pas le ventre. Je ne tranche pas. Je suis d'accord avec toi que c'est multifactoriel et que voilà. Mais tu as cité d'autres causes d'incontinence anale sur lesquelles, c'est pour ça qu'on finit là-dessus, sur lesquelles on peut agir, nous, a fortiori, proctologues et colorectales. Donc voilà, je pense que ma réflexion, c'est que nous, en tant que proctologue, on ne peut pas dire à des collègues, nous, on sait, là, il faut faire une césarienne. Bon, première info. Et deuxième, on se retourne vers nous. Et sur les autres facteurs qui font qu'une dame de 60 ans a des risques d'incontinence anale, mais il faut agir sur ces autres facteurs. Ok, dernière question. Bon, vas-y. Rapide. Bah oui. Non, mais on peut. Ouais, non, mais vas-y. Juste, je suis assez d'accord qu'il y a quand même cette zone grise de ce qui se passe 3 décennies après. Il y a quand même des cohortes dans la littérature qui donnent des taux d'incontinence qui sont considérables sur des antécédents de périnée complet. Tu vois, on peut discuter la méthodologie et la qualité, mais c'est des chiffres qui font peur. Et il y a un autre truc, donc, et mais ton travail, je suis d'accord, m'a fait reculer un peu sur les indications de césarienne programmée. Il y a quand même un sujet qui n'est pas clair et moi qui m'embarrasse toujours, c'est les défects du sphincter interne. C'est-à-dire le périnée complet avec un défect séquelaire du sphincter interne. Dans ton étude contrôlée, c'était pas très clair parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, j'avoue que je ne suis pas à l'aise chez ces patientes et je ne suis pas sûr que la césarienne, l'accouchement par voie basse, soit totalement raisonnable dans cette situation-là. Je partage ton avis. Et effectivement, on n'avait que 5,8% de rupture du sphincter interne. Et c'est vrai que dans la vraie vie, c'est rare, heureusement. Et que c'est cette réflexion avec les Stark, le score de Stark qui serait supérieur à 9. Est-ce qu'il y a un bénéfice à la césarienne ? Je ne sais pas. Mais en fait, ça correspond aussi un peu à notre critère d'exclusion qui était les stades 4. Et donc, tu vois, voilà, c'est une autre étude. Ouais. Oui, je suis d'accord. On a la dernière question bonus de M. Soudan. Ah ben si, c'était une question bonus, mais là, parce qu'il s'est luxé l'épaule, donc on est obligé de... Merci Léon. Quand on a préparé notre topo sur la rééducation avec Sylvie, on s'était posé la question de savoir s'il y avait des indications de kiné préventive. Et dans le cadre de la prévention de l'incontinence du postpartum, il y a les massages périnéales qui a fait la preuve de son efficacité dans la prévention de l'incontinence au gaz et urinaire. Est-ce qu'en pratique, c'est quelque chose que vous recommandez après un premier accouchement en prévention d'un risque d'incontinence pour un deuxième accouchement ? Le massage périnéal pré-accouchement. Je ne sais pas si je vais répondre dans une blague grivoise ou pas, mais non. En fait, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vas aborder le sujet, toi qui vas coordonner les RPC sur la rééducation. Mais à mon sens, il n'y a pas de données dans la littérature. Mais j'attends avec impatience que tu fasses cette littérature, tu la refasses. Et que ce qu'il y a comme données, c'est toujours très disparate, avec des choses non reproductibles. Et chacun y va de son type de prise en charge. Je ne sais pas si toi, tu as des... Nous, ce qu'on a dans nos recos et les données qu'on a sur le massage périnéal, souvent c'est en fin de grossesse, hein, c'est le mois qui précède. On est plutôt sur une tendance à le proposer, mais on est plus sur une limitation des déchirures, mais de faible degré, 1-2. On n'est pas dans le cadre de la prévention de la LOSA, quoi. Bon, merci beaucoup.